Bonsoir et très heureux d'être avec vous. Merci à vous tous qui êtes restés, parce que bon, la journée est déjà bien avancée. Donc, je suis Pascal Isard-Thomas, je dirige la Fédération Habitat Humanisme. Alors, on aurait dû être plusieurs. Bon, ils ont eu peur de vous, ils ne sont pas venus avec moi. Mais vous allez voir, je vais essayer de les amener avec moi, tous ceux qui m'ont accompagné dans l'écriture de ce texte que j'ai essayé de rédiger pour répondre à cette commande. Voilà, donc je vais vous parler de cette association Habitat Humanisme que j'ai l'honneur de diriger, qui a, depuis sa création, travaillé autour de la question de l'habitat et des publics qui sont privés d'un habitat et des manières de dépasser cette privation et de ne pas se résoudre à ce que quiconque dans ce pays si riche, puisse être privé d'habitat. Alors, lorsqu'on m'a invité à intervenir, il y a une phrase qui m'est immédiatement venue. Cette phrase, donc dans ce thème art et engagement, cette phrase, ce n'est pas un historien de l'art qui me l'a livrée ou un urbaniste ou ce type de personne, c'est un travailleur social avec qui j'ai eu la chance de travailler, un travailleur social de terrain qui a produit beaucoup de projets, notamment à Marseille, qui démontraient que finalement, offrir un habitat de qualité est une forme d'acte de soin. Alors, cette phrase, c'est la suivante. On n'a jamais appris à une graine de carotte à devenir carotte. Elle sait. Par contre, si cette graine de carotte, elle ne trouve pas dans son environnement la qualité d'une terre, la quantité d'eau, l'ensoleillement nécessaire, ben, il est à peu près sûr qu'elle ne deviendra jamais carotte. Ben, dans le travail social, c'est pareil. Les femmes et les hommes qu'on accueille dans nos centres, pour les réinsérer, comme on dit, en fait, souvent, ils savent se réinsérer. Mais ce qui manque bien souvent, c'est la qualité du lien et la qualité des lieux qu'on leur offre, parce que sans ces qualités-là, ils vont avoir bien du mal à se redresser. J'aimais beaucoup cette phrase, et je trouve qu'elle peut paraître un peu baroque au moment de démarrer cette présentation, mais pour moi, elle est au cœur du sujet. Et c'est quelque chose qui dit bien aussi ce que cette association que je dirige, Habitat Humanisme, porte depuis 40 ans, depuis sa création. Il y a 40 ans où la plupart des lieux qu'on offrait à des personnes qui vivaient à la rue pour se réinsérer, c'était des lieux en périphérie des villes, sous les périphériques, bien souvent à côté des déchetteries. Et cette association, elle s'est battue depuis l'origine pour qu'on offre des lieux de qualité, parce qu'en le faisant, elle a la conviction, nous avons tous la conviction, c'est un Habitat Humanisme, qu'on peut changer les parcours de vie. Alors ça ne résout pas tout d'offrir un lieu de qualité, mais ça permet bien souvent au reste d'arriver. Alors pour démarrer encore, je vais vous citer ces quelques parcours de ceux qui auraient pu le dire à ma place, mais qui ne sont pas venus parce qu'ils ont eu peur de vous, comme je le disais. Mais je leur ai dit d'ailleurs que je raconterais un petit peu leur parcours, parce que c'est à travers ces parcours, je pense qu'on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Alors le premier parcours que je vais vous décrire, c'est un parcours d'un jeune couple, depuis longtemps à la rue. Elle est enceinte depuis 7 mois, et elle arrive dans cette maison intergénérationnelle que vous voyez apparaître ici à l'écran, à Douai, dans le nord de la France. Et ce couple parcourt un petit peu l'appartement qu'on vient de leur ouvrir. Ils viennent d'arriver, ils regardent les murs, les fenêtres, ils touchent un peu tout, et puis ils se regardent et ils commencent à se parler du bébé. Et quelques jours après cette installation, cette femme va nous dire que c'était la première fois qu'ils se parlaient du bébé, la première fois en 7 mois. Et ça, cette scène, elle vient de dire de ce que la rue produit. La rue, c'est une telle violence que ça offre peu de place à parler de l'avenir. La rue, c'est un combat contre l'immédiat, un combat du quotidien. Et avoir un toit, c'est bien souvent pouvoir se projeter dans un avenir. Et là, avec ce toit qu'on leur offrait, eh bien, ils ont commencé à envisager cette naissance à venir. Deuxième scène, c'est celle d'un jeune homme. Alors lui, je suis vraiment pas content qu'il soit avec moi, mais qu'il ne soit pas venu, parce qu'il est assez extraordinaire. C'est un garçon qui a à peu près 20 ans aujourd'hui, un peu plus maintenant. Et ce jeune homme, il est depuis ses 11 ans dans un parcours d'errance. Il a été placé à 11 ans, ça s'est mal passé. Il a fugué, il a été replacé, refugué. Il est parti dans des familles d'accueil, plusieurs, il en a eu 6 en tout. C'est ce qu'on appelle un cas impossible dans les commissions de travail social. Ces gens qui mettent tout en échec, voilà, ça aussi c'est une expression qu'on entend souvent. Et ce jeune homme, il s'est installé chez nous, et en fait, il s'est installé.
il s'est pas du tout, il n'a pas mis à mal son accueil. Et quand on lui a demandé un petit peu plus tard pourquoi finalement il s'installait, il nous a dit, de manière très naturelle et déconcertante, il nous a dit, mais en fait c'est très simple, au moins ici on me demande, c'est la première fois de ma vie qu'on ne m'impose pas l'horaire pour me brosser mes dents, donc déjà ça c'était amusant. Et puis au-delà de ça, il nous a surtout dit, en fait, je m'installe avec vous parce qu'ici j'ai enfin un lieu où je peux ne pas me réveiller sous le regard des autres. Ne pas se réveiller sous le regard des autres. Cette phrase, elle vient dire, là aussi, quelque chose que la rue produit, le fait d'être régulièrement le spectacle involontaire de ces passants pressés le matin qui vont prendre des transports en commun, le fait d'être exposé en permanence, dormir sous le regard des autres, eh bien voilà, un logement de qualité là aussi, ça participe à restaurer une forme d'intimité. Et puis, dernier petit partage, celui d'un vieux, ce qu'on appelle un homme de 78 ans, on appelle un Chibani, comme on dit avec tendresse, ces travailleurs migrants qui sont venus dans les années 50-60 travailler pour reconstruire la France et qui, lui aussi, est arrivé, pareil, à Douai, et on lui a donné des clés. Et quand on lui a tendu les clés, il nous a dit, vous savez, c'est la première fois depuis 40 ans que j'ai des clés à moi. 40 ans, c'est toute la durée d'une vie d'adulte où cet homme est passé de foyer migrant en foyer migrant, de chambre collective en chambre collective, de lieu collectif en lieu collectif. Et là, il avait enfin, à travers cette clé, une forme de propriété symbolique qui lui permettait de se sentir chez lui. Une autre phrase qu'il nous a dite, que je vous livre parce qu'elle est très belle, c'est que le seul endroit où il se sentait chez lui, d'habitude, c'était dans l'avion. C'est-à-dire qu'il n'était plus chez lui de là d'où il venait et il ne se sentait pas encore chez lui en France. Et là, il nous a dit un jour qu'il se sentait enfin chez lui. Voilà, ces trois scènes, elles viennent dire des choses qui sont importantes, je trouve, et que je voulais absolument mettre en avant de démarrer cette question de l'art, des lieux, des liens qui réparent, du beau, la place du beau dans tout ça, parce que c'est pour ça qu'on se mobilise et c'est pour eux qu'on le fait. C'est aussi pour dire que la pauvreté, finalement, ça ne prive pas seulement d'argent, ça prive, j'ai un peu dit, de futur, d'intimité et d'appartenance. Et c'est précisément par ce travail que nous mettons autour des murs que nous essayons de restaurer ces trois points. Alors je vais commencer en parlant de la manière dont nous organisons ces lieux et prendre cet exemple de cette maison intergénérationnelle de Douai que vous avez sous les yeux. C'est un ancien Carmel du XVIIe siècle qui se trouve dans le centre de Douai, donc dans le nord de la France, qui était inhabité depuis un moment, des murs qui ont porté des siècles de prières, de silence, de vie communautaire et qui ont été transformés en une quarantaine de logements très sociaux pour accueillir les publics dont je viens de vous parler. Ce lieu, ce n'est pas une résidence sociale ordinaire, ce n'est pas un long couloir avec des numéros de porte, un peu à ce que certaines architectures des années 80 pouvaient produire. Non, c'est un lieu qui est vraiment atypique parce qu'il apaise par ses murs, la qualité de ses murs, et il relie et il inspire. Et le choix que porte Habitat Humanisme dans de nombreuses villes de réhabiliter des bâtiments chargés d'histoire, des bâtiments qui avaient une forme de centralité, ce Carmel à Douai, il était connu du public. Ce n'est pas un choix anodin, c'est un véritable choix politique. Politique au moins pour trois choses. D'abord pour dire, ce lieu, il a de la valeur, vous y êtes, vous avez de la valeur. Ce lieu, il est patrimonial, et ce patrimoine, il vous appartient aussi comme aux autres, et pas seulement à des personnes qui sont bien nées. Et ce lieu, enfin, il est beau, et cette beauté, elle doit continuer à rayonner à travers cette fraternité qu'on va essayer de faire vivre ici, avec vous. Et c'est ça la radicalité de notre projet, cette valeur, ce patrimoine et cette beauté qu'on offre à des gens dans un lieu en plus qui avait une centralité dans la ville et qui finalement, eux qui étaient mis souvent de côté dans la société, voire invisibilisés, c'est eux qui l'habitent. Alors, au-delà de cette centralité de ces lieux, de cet ancien Carmel qu'on a transformé, c'est aussi des lieux qu'on réhabilite en permanence en ayant à cœur de faire dans l'architecture émerger la possibilité de la rencontre. Le bâtiment est vraiment pensé pour rendre possible la rencontre, d'abord entre les habitants, mais aussi avec le quartier. Alors on a des paliers où on essaye d'inventer des paliers qui invitent à s'arrêter. On a aussi un travail sur les cours intérieurs qui donne envie de s'asseoir. On travaille aussi sur les circulations en allant le plus possible poser des espaces où on va pouvoir faire ensemble des choses dans les lieux de passage et non pas des couloirs. Par exemple, les cuisines qui sont souvent en collective, à côté des cuisines qui sont dans chacun des appartements individuels, il y a des cuisines collectives qui existent et qui sont situées dans ce qui est un passage pour aller vers la sortie, par exemple. C'est le cas
à Douai. Voilà, donc on essaye d'imaginer les communs pour qu'ils soient invitants et que ce que les architectes appellent les espaces intermédiaires deviennent des lieux qui sont véritablement propices à se rencontrer et à dialoguer ensemble. Au-delà de ces lieux qui permettent de retrouver une forme d'estime de soi en disant que, vu qu'ils sont beaux, qu'ils ont de la valeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font qu'on se rencontre, ces lieux aussi, ils ont comme particularité de nous offrir la possibilité de mettre en interaction les personnes entre elles. Donc, vous avez, par exemple... Ah non, pardon, je suis allé trop vite. Hop. Vous avez, à travers les rencontres, la volonté et l'animation, par des équipes de bénévoles qui sont présentes, d'espace pour que les habitants se rendent compte qu'ils ont des talents qui peuvent être utiles aux autres. Je prends l'exemple de cette personne âgée, en l'occurrence, je ne vous l'ai pas cité tout à l'heure, c'est une vieille dame qui habite dans le Carmel de Douai et qui va aider et chercher des enfants de mamans solo qui vivent dans le bâtiment pour les aider à pouvoir assister à des moments de réinsertion. Et donc, ces mêmes jeunes mamans, souvent, aident la même personne âgée à se dépatouiller avec son téléphone. En fait, ils se rendent utiles les uns aux autres, et se sentir utile alors qu'on était plutôt invisible dans la société, c'est là aussi quelque chose qui participe à cet acte de soin qu'on prend à travers l'habitat qu'on offre. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur la manière dont nous pensons les lieux à travers un travail patrimonial et un travail architectural pour créer les lieux de rencontre et l'animer un petit peu grâce aux bénévoles par ces questions d'échange entre les publics. Mais au-delà de ça, deuxième point, on essaye aussi de créer dans ces lieux des moments pour que les personnes se découvrent des talents et au-delà de cette première étape qui, je dirais, est celle où, grâce au lieu, on permet aux personnes de se relever, de sortir de cette précarité qui les avait invisibilisées, bien en fait, on travaille aussi, par la médiation culturelle essentiellement, à permettre à ces personnes de se révéler. Donc à Douai, un petit exemple, il y avait eu un atelier photographie qui avait été voulu par les habitants, et cet atelier photographie a donné lieu à une exposition que les résidents ont ouverte au quartier. Cette exposition, c'était « Nous sommes des nouveaux habitants dans ce quartier. Nous avons pris des photos pour vous montrer le monde qui est autour de nous, tel que nous le voyons. » Et donc les résidents de proximité sont venus à l'invitation des habitants de la résidence découvrir d'abord ce Carmel qui était un espace en plus fermé jusque-là, donc il y a eu une vraie envie de venir dedans. Et puis en plus, ils ont été accueillis par ces résidents, des anciennes personnes à la rue, donc qui leur ont fait visiter et expliquer l'exposition qui consistait à dire voilà comment nous, nouveaux résidents, nous voyons ce quartier dans lequel vous vivez depuis longtemps. Comment je vois le monde, ça c'est un résultat extraordinaire de se dire que celui qui était invisibilisé devient celui qui explique comment il voit le monde à ceux qui avant ne le regardaient pas. Autre exemple, alors c'est pas à Douai, mais c'est aussi un exemple intéressant. Pareil, une exposition, et les habitants étaient tellement fiers du lieu où ils vivaient, c'était à Tours, qu'ils ont décidé, à un moment, c'est eux qui ont eu l'initiative, de dire, finalement, il y a les Journées européennes du patrimoine, nous on est dans un magnifique patrimoine, donc on va l'inscrire dans le programme de la Journée européenne du patrimoine de la ville. Et donc, les habitants de la résidence intergénérationnelle sont devenus des guides qui ont accueilli toute la journée les habitants de la ville pour découvrir leur lieu. C'était à Tours, le couvent des Capucins, là aussi un ancien couvent qu'on a récupéré. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ils se sont sentis assez fiers du lieu où ils vivaient, assez fiers de le montrer à ceux qui vivaient autour d'eux, et ils sont passés quelque part de la honte de la rue à la fierté d'être dans un beau lieu, et ils sont passés aussi de cette invisibilité à une véritable présence. Voilà, vous voyez, quand on habite la beauté, eh bien, ça soigne, et quand on en vient à la partager, comme c'est le cas avec ces deux exemples que j'ai pu vous évoquer, eh bien, c'est vraiment une capacité à se révéler et à se réparer. Alors, cette activité... Ah, ça ne marche plus. Hop, voilà. On a véritablement, nous, l'ambition de dire que par ces actions que nous menons autour de ces lieux, nous participons à créer des lieux d'hospitalité dans la ville. Nous avons un accueil qui cible particulièrement des publics que j'évoque ici dans cette diapo.
On a pris le parti, depuis qu'on a créé ces lieux, d'évaluer l'impact qu'ont ces lieux pour les publics qui les habitent. Et cet impact, vous qui êtes des étudiants, j'imagine, sérieux, vous devez certainement avoir aussi à cœur de vérifier dans les actions que vous allez mener ou engager l'impact que peuvent avoir ces actions. Donc cet impact, il est assez extraordinaire, puisque ces jeunes qui viennent nous rejoindre, ou ces familles familles monoparentales pour la plupart, ou des familles de très faibles revenus, ont une surexposition à rentrer vraiment dans la très grande précarité. Et là, les taux l'impact mesuré des effets qu'ont les lieux sur ces différents publics sont considérables. Par exemple, on a 84% des jeunes qui résident dans nos maisons intergénérationnelles qui disent qu'ils se sentent beaucoup plus autonomes. On a 60% qui retrouvent un emploi, alors que beaucoup sortent de l'aide sociale à l'enfance. On a 48% qui disent qu'ils ont une amélioration dans les relations familiales constatées, alors même que dans la catégorie de population des familles monoparentales qui ont des séparations conjugales très difficiles, souvent, parce qu'il est difficile de se reloger au moment des séparations conjugales, c'est le même taux, 48%, où il y a des maltraitances constatées. Vous voyez, le taux le parallèle est assez sidérant entre la population générale et la population qui bénéficie de ces lieux. On a aussi un taux qui est important, c'est les 82% de personnes âgées qui se disent d'un coup se sentir utiles et se sentir moins seules. Voilà des effets extrêmement importants qui marquent cette logique de vivre ensemble, des effets que nous réalisons non pas uniquement... Pardon, il manque une diapo, ben c'est pas grave. Ah oui, elle est là. Que nous réalisons non pas seulement dans quelques lieux, mais dans près de 70 lieux aujourd'hui. Vous en avez quelques photos ici, des lieux qui sont pareils, traités avec beaucoup d'attention pour la qualité de l'architecture. Vous voyez la maison Saint-Charles, par exemple, à Convention à Paris, à Bourges, à Nantes, de nombreux lieux comme ça que nous avons réalisés sur le même modèle. Et à travers notre étude d'impact, nous avons aussi démontré au pouvoir public que ces lieux, qui coûtent à peu près, en termes d'animation, pour avoir un coordinateur présent sur place et des bénévoles présents, ça représente 6 € par jour et par personne, là où un placement, par exemple, à l'aide sociale à l'enfance, c'est presque 150. Un placement en centre d'hébergement d'urgence, c'est autour de 50. Enfin voilà, donc il y a même un impact économique intéressant pour les pouvoirs publics en termes d'action sociale. Voilà, pour conclure, je voudrais m'adresser directement à vous, parce que vous êtes engagés dans des études en sciences politiques, en architecture, si j'ai bien compris, et vous allez pour beaucoup être amenés demain à rejoindre des institutions, des organisations, des entreprises qui ont le pouvoir de décider où l'on construit, comment on construit, l'urbanisme de nos villes. Vous allez les choisir ou influencer ces choix. Et ce que je vous demande, peut-être, si je dois... En tout cas, c'était l'ambition que j'avais en venant vers vous aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas oublier que derrière les décisions que vous allez prendre, il y a ces personnes qui attendent, qui n'ont pas de clé, qui dorment sous le regard des passants et qui n'ont plus osé parler d'avenir entre eux. Alors, essayez dans vos choix de réfléchir à cette possibilité de leur permettre d'avoir accès à cette lumière, ces proportions, ces espaces partagés que nous pouvons parfois construire. C'est des vrais choix urbanistiques, parce que ce n'est pas un luxe et ça permet d'engager tout le reste. Revenons à notre carotte. Elle avait besoin, donc, je vous l'ai dit, de bonnes terres, d'eau, d'air, de lumière. Elle a besoin de la qualité de son environnement pour devenir ce qu'elle est capable de devenir. Les hommes et les femmes que nous accueillons chez Habitat Humanisme n'ont pas besoin de pitié, ils n'ont pas besoin qu'on les répare, ils ont juste besoin de la qualité d'un lieu et la qualité des liens qui s'y tissent. Face aux fractures qui s'aggravent et à l'isolement qui progresse, à l'exclusion qui s'installe, comme une fatalité, vous voyez que le beau est une réponse, pas la seule, mais c'est une réponse concrète, c'est une réponse mesurée et transformatrice. L'architecture a le pouvoir de soigner si on le veut, et l'hospitalité de reconstruire. Quand un homme de 78 ans tient enfin ses clés dans sa main, quand une femme enceinte retrouve le droit de parler de l'avenir, et quand un jeune se réveille pour la première fois depuis longtemps sans être vu, ce n'est pas rien, c'est tout. Merci.